Bonjour à tous au webinaire organisé par Grand Est Santé Travail. Nous sommes ravis de vous retrouver cet après-midi. La thématique du jour, pour une rentrée réussie, pensez à votre document unique. On est ensemble pour 1 heure environ. On va prendre le temps de commencer parce qu'on attend 482 personnes. Donc, autant dire que le sujet intéresse un grand nombre d'adhérents. Donc, on va patienter quelques instants. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 23 septembre. C'est la Saint-Constant. Et à titre, une petite pointe d'humour, c'est l'anniversaire de la naissance de Romy Schneider et de Ray Charles. Comme ça, l'index homme-femme est à l'égalité. Il n'y a pas de souci. Voilà, plus sérieusement, c'est aussi l'anniversaire d'un membre de l'équipe. Donc, nous garderons l'anonymat, mais c'est la petite anecdote du jour. Nous sommes vraiment ravis de vous recevoir. On va démarrer d'ici 2-3 minutes avec nos intervenants, nos experts, tant en visuel qu'en back-office. En tout cas, aujourd'hui, le sujet vous intéresse, votre DUERP. On vous invite à mettre votre écran en pleine page afin de pouvoir visionner de manière agréable la présentation que vous pouvez voir. On va bientôt commencer. Vos micros sont volontairement coupés, mais à tout moment, ne vous inquiétez pas, on n'en manquera pas d'avoir un lieu d'échange lors de la fin du webinaire par une période de questions-réponses. Voilà, on va attendre quelques petits instants, ça se connecte, hein, les compteurs montent. On vous invite à être gentiment installé et puis prendre un petit café, un petit thé avec nous. Hein, c'est un petit moment d'échange. Le webinaire, c'est ce qui a vraiment d'être intéressant. Au fil du webinaire, vous verrez sur la partie droite de votre écran, il y a une partie sondage. On aimerait avoir votre retour. Ça nous permet à nous, l'équipe, de nous analyser, de comprendre les fonctionnements, les dysfonctionnements, ce qui vous a moins paru facile. Et donc, n'hésitez pas à interagir avec nous au niveau du sondage pour analyser la prestation. Voilà, il est 14h02. On va encore attendre 2-3 minutes. Et puis, on va commencer. Je propose en attendant que nos chers adhérents se connectent, qu'on fasse un petit tour de table virtuel. Donc, je vais vous présenter nos experts. Donc, je vous présente Nathalie Beyer d'AST67. Bonjour à tous. Je vous présente Fabien Tibidaz de AST08. Bonjour à tous. Je vous présente Anne Gallois de Gaz BTP. Bonjour. Frédéric Brandt de Reims Santé au Travail. Et pour finir, Sandra Houdan de ASCT qui est en back-office. Bonjour à tous. C'est elle qui va répondre principalement à vos questions tout au long du webinaire, épaulée d'un membre de l'équipe. Voilà, et moi je suis Charlotte Barré, responsable qualité et communication au sein de Reims Santé au Travail. Merci à vous tous d'être là parmi nous. Je propose qu'on commence tranquillement. Pour information, le replay sera accessible sur le site de l'association Grand Est Santé Travail quelques minutes, voire 1 heure à peu près après la fin de la prestation. Je vous souhaite un bon webinaire et n'hésitez pas à interagir avec nous. Voilà, donc pour une rentrée réussie, pensez à votre document unique. C'est vrai que le mois de septembre rime souvent avec la reprise. C'est le moment de faire le point, de prendre du recul par rapport à votre activité, l'analyser et surtout préparer l'avenir pour bien finir l'année et commencer une nouvelle. C'est vrai qu'on parle souvent de bonnes initiatives de rentrée. Démarrer la démarche d'évaluation des risques de votre entreprise, ça peut être une suggestion qui peut rimer avec le mois de septembre. Aussi, on peut avoir envie d'évaluer les actions de prévention que vous avez mis en place ou vous souhaiterez mettre en place. L'objectif principal, c'est vraiment d'améliorer les conditions de travail et gagner dans la performance de votre entreprise. Et c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile de s'y prendre. On se pose beaucoup de questions. Ce n'est pas forcément le domaine principal d'activité. Donc, vous pouvez vous demander, mais comment réaliser le bilan de prévention de mon entreprise? Comment mettre en place une démarche adaptée et efficace? Par quels moyens? Quel support? Quelle obligation? Quelle action? Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent vous susciter. Et c'est pour ça que, pour nous, il est important de vous transmettre que la prévention, ça ne s'improvise pas. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais laisser la parole à Nathalie qui va vous présenter la construction de ce webinaire. Voilà, donc au sommaire aujourd'hui, on vous a préparé quelques bons petits chapitres, notamment la prévention, c'est quoi et quel est l'intérêt de cette démarche?
Un petit rappel sur le cadre réglementaire. Également, les différentes étapes de réalisation donc, du document unique d'évaluation des risques professionnels, puisque c'est pour ça que vous êtes là tous aujourd'hui. Avec la présentation d'un modèle possible, il en existe plein, on va vous en présenter un qui pourra peut-être vous aiguiller. Également, la présentation d'un cas concret avec un métier bien particulier. Également, on partagera ensemble des conseils en prévention, mais également des outils qui seront disponibles, que vous pourrez utiliser après le webinaire et adapter à vos besoins. Et bien évidemment, nous ne manquerons pas de répondre à toutes vos questions utiles. Alors, la prévention, c'est quoi? On sait que c'est en général quelque chose d'abstrait, qui a du mal à parler aux employeurs. On sait aussi que le fait de travailler, c'est dangereux et comporte des risques qui nécessitent souvent d'être exposé à des situations dangereuses ou à un phénomène dangereux. Donc, en fait, la prévention, c'est de tout faire pour éviter d'altérer la santé des salariés. En clair, c'est l'ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour préserver la santé et la sécurité des salariés afin d'améliorer les conditions de travail et de favoriser le bien-être au travail. C'est une obligation réglementaire qui s'impose à tout employeur selon les principes généraux qui sont prescrits par le Code du travail. Et c'est clairement une responsabilité des entreprises avec une obligation de résultat. À noter tout de même qu'en termes de responsabilité, il y a également une obligation des salariés de prendre soin, en fonction de leur formation et de leurs possibilités, de leur santé, mais aussi de leur sécurité ainsi que celle des autres. En clair, autrement dit, un salarié ne doit ni se mettre en danger, ni mettre en danger ses collaborateurs et respecter les consignes de sécurité données par l'employeur. Les enjeux de la prévention sont à plusieurs niveaux. Il y a l'enjeu humain, mais il y a également l'enjeu financier. On sait que le fait d'améliorer les conditions de travail va permettre effectivement une motivation plus importante des salariés et une implication également. Moins d'absentéisme, moins d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Il y aura forcément une plus grande performance dans l'entreprise, également une rentabilité. On sait que le vieil adage qui dit que effectivement il vaut mieux prévenir que guérir fonctionne à tous les niveaux. On sait que s'investir et d'investir dans la prévention, ça rapporte. Notamment, des études ont montré que 1 euro investi est un retour sur investissement pour l'entreprise chaque année de 2,2 €. Charlotte? Voilà. On vous a parlé de l'enjeu financier. C'est un enjeu très important, notamment quand on parle des coûts qui sont liés à des accidents du travail et des maladies professionnelles, où le coût est vraiment très impactant pour l'entreprise. On peut comparer ça à un iceberg. Avec la partie visible et la partie invisible. La partie visible qui finalement représente les coûts directs, qui sont liés donc à la majoration de vos cotisations sociales, éventuellement des pénalités quand il y a lieu et quand il y a un manquement constaté, notamment au niveau de la réglementation. Mais on note également que le coût indirect est beaucoup plus important, de 3 à 5 fois plus important que le coût direct. Et c'est souvent cette partie-là immergée dont on ne tient pas compte. À noter que dans ces coûts indirects, on a tous les frais donc liés à l'arrêt de la production quand il y a un accident du travail, à la perte de productivité, aux frais de remplacement soit du personnel ou du matériel et de la gestion également du dossier administratif et bien d'autres encore. Donc cette partie-là, souvent, elle n'est pas toujours comptabilisée quand on parle effectivement de coûts et d'impact financier dans une entreprise, mais ils sont vraiment à prendre en compte. Alors la prévention en quelques chiffres, là aujourd'hui le constat est que effectivement avec les derniers chiffres publiés en 2019, les chiffres sont assez parlants. On se rend compte que 45% des employeurs aujourd'hui ont actualisé leur DU ou élaboré en premier lieu, malgré cette obligation légale qui est quand même assez ancienne. On a également 38% des entreprises et des établissements de moins de 10 salariés uniquement et seulement qui ont réalisé donc leur document unique d'évaluation des risques, mais lié aussi au fait que souvent l'employeur dans ces petites entreprises est seul avec la démarche, est seul
merci, est seul et ne sait souvent pas comment faire. Souvent, c'est pas forcément la priorité ou simplement, en fait, les risques sont mal considérés par l'employeur en pensant qu'effectivement, ce n'est pas utile finalement de lister les risques vu l'activité. Par contre, on notera que 90% des documents uniques sont réalisés dans les entreprises de plus de 50 salariés. Tout cela parce que souvent, il y a la présence d'un comité d'hygiène et de sécurité ou d'un service spécifique, donc sécurité, en interne dans l'entreprise et qui est en charge effectivement de prendre en compte cette démarche d'évaluation des risques. Alors, l'intérêt de cette démarche, elle est simple, c'est de vous faire prendre conscience des risques et de les connaître. C'est la plus grande difficulté. C'est d'identifier et effectivement établir un diagnostic des risques dans une entreprise. Ensuite, c'est de mettre en place une démarche de prévention, c'est-à-dire des mesures qui visent à améliorer la performance de l'entreprise. L'objectif étant aussi de définir des actions de prévention, de les suivre et de les mettre à jour. L'évaluation des risques n'a aucun intérêt si on ne met pas en place des mesures de prévention et qu'on les suive et qu'on les mette à jour régulièrement. Et la condition de réussite de cette démarche, bien sûr, c'est d'impliquer le personnel parce que sans eux, en fait, on ne pourra rien faire. Et c'est vraiment un engagement de tous les collaborateurs. Tout simplement, ce sont les salariés qui sont amenés donc à mieux connaître leur travail, puisque ce sont eux qui sont exposés en permanence. Ils vont pouvoir parler de leur travail, mais surtout, c'est eux qui auront la solution aussi. Donc, c'est vraiment un engagement de tous les collaborateurs qui vont permettre en fait la mise en place de cette démarche d'évaluation des risques. Merci beaucoup Nathalie d'avoir fait cette petite introduction au niveau de la prévention. C'est vrai que ça nous permet de repartir tous ensemble dans la même direction. Je propose que nous faisons un focus sur le cadre réglementaire avec Anne. Oui, donc effectivement, nous allons un petit peu parler de la réglementation et puis aussi des différentes étapes pour établir votre document unique. Donc, on a un certain nombre de questions. Je me permets de réagir. Je vais le dire dans le diaporama. La réglementation, donc la loi impose d'évaluer les risques qui existent dans l'entreprise en matière de santé et de sécurité des salariés. Et pour cela, donc c'est la raison aujourd'hui de notre webinaire, c'est de vous aider donc à établir et de tenir à jour un document unique d'évaluation des risques. Donc ce qu'on dit le DERP, document unique d'évaluation des risques. Ensuite, il y a un décret avec différents articles. L'évaluation des risques professionnels, donc elle s'inscrit dans le cadre de la responsabilité de l'employeur, mais comme l'a dit Nathalie aussi, c'est bien d'y associer les salariés pour évaluer ces risques professionnels. Et donc, la responsabilité de l'employeur qui a l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé de ses salariés. Donc, on va lister tout au long de ce webinaire un petit peu les différentes étapes pour vous aider justement à évaluer ces risques. L'employeur, donc, il transcrit dans un document. Alors, nous, on va vous montrer des exemples, mais il n'y a pas vraiment de modèle type. Donc, vous transcrivez, vous mettez à jour dans un document unique les résultats de votre évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Donc, dans ce document unique, nous allons retrouver des notions d'unité de travail, les inventaires des risques professionnels, un plan d'action. Et donc, je vous rappelle qu'il y a une mise à jour annuelle qui est obligatoire et aussi en cas de modification. Alors, en cas de modification, par exemple, donc on a quand même connu l'année dernière une pandémie avec le Covid. Et donc, ça faisait partie des choses qu'il fallait mettre à jour. Donc, on a fait des webinaires un petit peu spécifiques pour la mise à jour Covid, évaluer les nouveaux risques générés par le Covid. Voilà, on pourra peut-être en débattre un petit peu plus tard. Ce document unique, donc, il doit être tenu à la disposition des travailleurs. Je vous invite à leur faire une présentation une fois qu'il est fait, de les associer, de créer éventuellement des groupes de travail, tenu à la disposition des membres du CSE, donc c'est ce qu'on appelait avant le CHSCT ou les instances qui en tiennent lieu.
les délégués du personnel, le médecin du travail, les agents de l'inspection du travail, les agents de la CARSAT, les agents de l'OPPBTP et puis plus particulièrement donc les inspecteurs de radioprotection. C'est vraiment pour des métiers bien spécifiques, hein, les travailleurs qui sont exposés au rayonnement ionisant. Voilà, donc il doit vraiment être tenu à la disposition. Il faut que ce soit affiché. Les salariés doivent savoir où ils se trouvent. Donc en règle générale, il n'est pas obligé d'être en format papier, hein, vous pouvez l'avoir en format informatique. Mais il faut vraiment que les salariés sachent où ils se trouvent et qu'ils soient mis à la disposition. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est réglementation et code du travail. Une petite précision quand même. Donc par contre, si vous manquez à vos obligations, hein, donc si vous ne faites pas votre document unique tout simplement, ou si vous ne le mettez pas à jour, donc l'employeur, hein, il est passible d'une amende si le DEU n'est pas rédigé. Le risque, il peut être plus grand aussi en cas d'accident de travail, hein, puisque l'absence ou la mauvaise rédaction peut entraîner la reconnaissance d'une faute inexcusable. Hein. Sachez quand même qu'en cas d'accident de travail, en cas de contrôle de l'inspection du travail, c'est une des premières choses qu'on va vous réclamer. Avez-vous votre document unique? Voilà. Alors, en cas de contrôle simple, j'ai envie de dire qu'on va vous donner un délai, on va vous dire rapprochez-vous de votre service de santé au travail qui va pouvoir vous accompagner. Mais par contre, en cas d'accident, effectivement, on va vous le réclamer. S'il n'y a pas, ça peut vraiment entraîner une reconnaissance de faute inexcusable. Voilà. Hein, donc, et puis, c'est une amende entre 1 500 et 3 000 € par unité de travail. Alors, comment faire en pratique? Donc là, hein, vous voyez, il y a une petite roue. Hein, donc, c'est vraiment pour que vous voyez qu'on évalue les risques, on fait un plan d'action, on les met en œuvre, on réévalue, on met à jour. Donc, voilà, c'est vraiment, ça tourne. Et puis, c'est remis à jour systématiquement quand on achète du nouveau matériel, voilà, quand il y a des modifications, on jette un petit coup d'œil de temps en temps pour mettre à jour votre document unique. Et là, on va vraiment détailler les étapes. Merci Anne pour cet petit récap de la réglementation. Ce n'est pas toujours facile, c'est vrai qu'en tant que dirigeant. Je propose maintenant que nous déroulions les étapes de réalisation de DURP de manière individuelle. C'est parti Anne. Alors effectivement, donc pour les étapes du document unique, donc la première étape va consister à identifier les unités. D'accord? Donc, les unités de travail, donc l'employeur, je vous l'ai déjà dit, hein, transcrit et met à jour le document unique, l'inventaire des risques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une unité de travail? Alors, une unité de travail, ce n'est pas nécessairement un poste de travail, une fonction, une activité, mais bien une situation de travail. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple du Covid. C'est bien une situation de travail dans laquelle un ou des salariés ont été exposés à un même danger. Voilà, donc il y a vraiment une notion d'unité de travail qui est importante dans la rédaction du document unique. Donc la première étape, voilà, on identifie les unités de travail. Ensuite, donc dans la seconde étape, on va sélectionner les situations de travail. Donc cette étape 2, donc elle consiste à prendre la situation de travail dès l'entrée, donc comme vous le voyez, hein, dès son arrivée jusqu'à son départ. Donc le salarié qui part de son domicile et qui va se rendre sur son lieu de travail jusqu'à ce qu'il rentre chez lui le soir. Donc il faut se poser un maximum de questions. Hein, toutes les questions qui vous viennent, il faut se les poser. Comment ces situations de travail, elles sont réalisées? Combien de temps on met pour réaliser cette situation de travail? Qu'est-ce que j'utilise? Est-ce que j'ai des produits chimiques? Est-ce que j'utilise des machines? Est-ce que j'utilise des matériaux? Et puis aussi, à quelle fréquence, hein? Donc, il est vraiment important d'associer votre personnel à cette sélection, puisque bon, c'est quand même eux qui sont sur le terrain, qui créent les situations de travail. Donc, vraiment, vous pouvez faire des groupes de travail pour justement bien sélectionner toutes les situations de travail. Donc, il y a des outils aussi qui existent pour ne pas en oublier. Voilà. Donc, on visualise une journée de travail pour les situations de travail. Donc, ça, c'était la deuxième étape. Et puis après, ça commence un petit peu à se corser, où là, on va vraiment identifier les situations dangereuses. Donc, ça consiste à identifier, à repérer, en fait, hein, les situations dangereuses. Quelles sont les tâches qui présentent un risque pour la santé et la sécurité de mes salariés. Donc là, on vous a mis quelques exemples. Donc, des situations dangereuses, donc la préparation et puis l'organisation des travaux. Donc, je prends souvent l'exemple d'un maganisier, un poste de magasinier. Vous devez identifier les situations dangereuses dans l'activité de stockage.
Demandez-vous, par exemple, s'ils disposent de matériel suffisant d'aide à la manutention, comme des diables, des chariots élévateurs. L'évacuation des déblais, demandez-vous si ça génère des déplacements, est-ce que l'activité est réalisée manuellement ou si elle est mécanisée. Alors, pareil pour le levage et puis la manutention, la circulation du personnel. Circulation du personnel, donc la conduite de véhicules sur la voie publique, à ne pas oublier, puisque le salarié qui se rend sur son lieu de travail, donc circulation du personnel sur la voie publique. Alors, demandez-vous si les conducteurs disposent des formations suffisantes, des autorisations de conduite pour tous les engins aussi. Est-ce que vos véhicules sont en bon état? Est-ce qu'ils sont adaptés à l'activité demandée? Est-ce que des mesures ont été prises aussi pour limiter les vibrations, pour les commerciaux par exemple, qui sont toute la journée? Est-ce qu'ils ont des sièges correctement réglés, correctement adaptés? Bon, ensuite, on a tous les travaux de construction, les travaux de réhabilitation et d'entretien, l'utilisation des machines. Donc, l'utilisation des machines, on va retrouver le nettoyage de pression, l'utilisation de bouteilles de gaz, les écrans. Est-ce que les écrans dans l'administratif sont-ils adaptés? Est-ce qu'ils sont bien exposés par rapport à la luminosité? Ou encore les bouteilles de gaz. Donc, je précise, ce sont vraiment des exemples de situations. C'est à vous de les adapter à vos activités. Alors, l'utilisation de produits chimiques, donc c'est vrai que produits chimiques, on va retrouver chez les coiffeuses tout ce qui est les soins, les colorations. Dans le bâtiment, on va avoir les peintures, les vernis, voilà. Bon, un certain nombre de produits chimiques. Dès l'instant où on a un étiquetage sur un produit, on peut considérer que c'est un produit chimique, plus ou moins dangereux, mais voilà, avec des incompatibilités aussi entre eux. Les travaux sur matériaux générant des poussières, donc est-ce qu'il y a des ventilations suffisantes? Est-ce que mes salariés ont des équipements de protection individuelle suffisants? Est-ce que j'ai de la ventilation? Donc les poussières de farine, les poussières de bois, enfin voilà, ou la poussière tout simplement. Et puis encore, une fois, tous les travaux aux contraintes particulières. Voilà, donc là, ce sont quelques exemples. Et donc, toutes ces situations, donc c'est vraiment à enrichir en fonction de votre évaluation des risques et de votre identification des situations dangereuses. Ensuite, on va retrouver différentes grandes familles. Donc, vous voyez, on vous a listé vraiment toutes les grandes familles de risques qui existent. Donc, les chutes de plein pied, les agents biologiques, les machines, les circulations internes, vraiment, il y en a énormément. Bon, je vais prendre que quelques exemples. On va prendre les risques de chute de plein pied. La situation dangereuse, on va être sur un sol encombré. Quel est le dommage? Je peux avoir une plaie, une contusion, enfin un hématome. Qu'est-ce que je mets comme action de prévention? Donc voilà pour les chutes de plein pied. On va avoir aussi les postures et les gestes répétitifs. Donc tout ce qui est posture de travail, le travail à genoux, les gestes répétitifs, la station prolongée, la station assise aussi prolongée, bien évidemment. Donc avec des dommages de TMS, les troubles musculo-squelettiques. Des actions de prévention, on organise le poste de travail. C'est vrai qu'une secrétaire qui va être toute la journée derrière son ordinateur, on va faire un aménagement, on va organiser son poste pour qu'elle soit dans les meilleures conditions possibles pour travailler. On met en place des équipements de protection individuelle pour les travaux à genoux, par exemple, avec des genouillères. Donc voilà pour les gestes répétitifs, les risques liés à la manutention. Donc je ne vais pas tous vous les lister. Par contre, n'oubliez surtout pas donc les risques psychosociaux aussi, donc qui sont bien évidemment à évaluer. Donc les risques psychosociaux. Quels sont les salariés qui sont coupés dans leur activité par des appels téléphoniques? Est-ce qu'il y a des salariés qui sont en coactivité avec d'autres salariés? Ça peut générer du stress. Est-ce que j'ai des salariés qui accueillent du public? Voilà, donc vraiment, les risques psychosociaux, c'est une grosse partie à identifier que vous oubliez
assez souvent. Ça entraîne donc des symptômes de stress, des troubles de l'attention, des violences externes. Et qu'est-ce que je mets en place, Donc, je peux aménager le temps de travail, organiser le travail en concertation avec le salarié. Voilà, tout un certain nombre de situations, d'actions de prévention que vous pouvez mettre en place. Voilà, donc pour les grandes familles, vous voyez qu'il y en a quand même un certain nombre et il y en a probablement d'autres que l'on n'a pas cités dans notre webinaire. Et n'oubliez pas le risque Covid. Le risque Covid, donc, c'est un risque qui effectivement a été l'année dernière, nous avions fait de nombreux webinaires pour accompagner les chefs d'entreprise à mettre en place ça. Donc, par exemple, dernièrement, on m'a posé une question. J'ai mes salariés qui vont intervenir dans un EHPAD. Est-ce que mes salariés doivent être vaccinés ou pas? Voilà, donc ça peut faire partie d'une situation de travail. Qu'est-ce que je mets en place? Comment je l'évalue? Et quelles sont les actions de prévention? Ensuite, on va passer donc à l'étape importante qui est la cotation. Alors, la cotation, donc, vous voyez, donc là, c'est toujours pareil. On vous a vraiment donné un exemple, un modèle. Donc, vous voyez, donc avec un risque brut, qui est le niveau de gravité donc, que vous allez avoir sur la partie de gauche, donc en violette, et puis ensuite le niveau d'exposition que vous allez avoir en haut au niveau du vert. Et puis, le risque brut, c'est la gravité multipliée par l'exposition, ce qui va vous donner en fait une cotation. Et c'est en fonction de tout ça que ça va vous déterminer le risque. Et puis, vous allez devoir mettre des mesures de prévention. Alors, sachez que le risque lié à la conduite, par exemple, ou le risque lié à la Covid seront toujours des risques élevés, puisque vous appliquez une gravité et un niveau d'exposition très important qui peuvent entraîner le décès. Donc, vous pourrez mettre toutes les mesures de prévention inimaginables qu'on peut trouver, ça restera quand même toujours un niveau d'exposition très important. Voilà, donc juste, donc vous avez les dommages bénins, donc avec une irritation de coupure qui est cotée en 1, et puis ça va jusqu'au décès où c'est coté en 20. Et puis ensuite, on a le niveau d'exposition, donc ça va de plus ou moins, voilà, je suis exposée 15 minutes par jour, ou 4 heures par jour, ou 15 jours par mois, etc. Donc voilà, c'est en fait la fréquence d'exposition de votre situation de travail. Donc, ensuite, une fois que vous avez déterminé votre risque brut, vous avez donc la maîtrise du risque. Donc, la maîtrise du risque, pour ce faire, donc vous avez les moyens de prévention. Vous allez déterminer ce niveau de maîtrise. Donc, vous avez des mesures de prévention qui sont déjà mises en place. On ne doute pas que dans vos entreprises, vous avez déjà mis en place des choses. Ensuite, il va y avoir la maîtrise acceptable. Bon, bah oui, effectivement, j'ai mis ça en place, mais bon, je pourrais faire un petit peu mieux. Une maîtrise insuffisante et puis aussi aucune maîtrise. Voilà. Donc, ça va vraiment de je n'ai rien mis en place, il faut vraiment que je travaille sur ce risque. Et puis, la maîtrise efficace, où voilà, j'ai parfaitement adapté mon poste de travail, ma secrétaire, je prends l'exemple de la secrétaire, ma secrétaire, on lui a aménagé son bureau, elle a son poste qui est bien adapté, elle a un écran ergonomique, elle a une souris ergonomique, voilà. Donc, j'ai vraiment fait tout ce que j'avais. Donc, on a une maîtrise qui est efficace et donc, ça va vous donner un niveau de maîtrise. Et puis, donc, ensuite, vous avez la mise en place de votre plan d'action. Donc, on va expliquer un petit peu ce que c'est qu'un plan d'action. Et en fonction de votre risque résiduel, donc voilà, j'ai aucune correction, j'ai aucune action corrective qui s'impose, ou alors, non, là, il faut vraiment que je travaille, j'ai une mise en place d'action corrective, ou alors je dois évoluer dans mon risque, etc. Et puis là, voilà, j'ai vraiment un risque qui est très élevé, je dois mettre en place une action immédiatement, comme mes salariés, par exemple, qui sont exposés au bruit, et puis ils n'ont pas d'équipement de protection individuelle. J'ai pas fait attention quand je vais acheter mon matériel, mais c'est du matériel qui est bruyant. Voilà, donc là, j'ai un risque qui est élevé. Il faut vraiment que je mette en place tout de suite une action corrective. Voilà. Donc voilà, par rapport à la cotation, ça vous paraît peut-être un petit peu compliqué, mais en fait, c'est assez simple quand vous êtes quand vous êtes en train de le faire. Là, c'est vrai que c'est pas évident de vous expliquer comme ça, mais c'est assez simple de côté.
Donc voilà pour la cotation. Et puis après, Fabien va vous donner un exemple dont vous pourrez mieux vous identifier et mieux comprendre. Ensuite, on va dans l'étape 5, hiérarchiser les risques. Donc ça va vous permettre de poser les objectifs d'amélioration en matière de santé, mais aussi en matière économique. Donc, il faut savoir que les risques professionnels donc, représentent quand même un coût économique important pour les entreprises, avec un taux de cotisation qui varie en fonction du risque d'accident et de maladie professionnelle. Donc, cette étape, elle est importante pour passer d'un inventaire des risques à la définition d'un plan d'action. Donc, on va hiérarchiser les risques. Donc, voilà pour cette hiérarchisation qui est assez simple. Et ensuite, donc, on va passer donc, au plan d'action. Alors, cette étape, elle est assez compliquée. Les entreprises se posent souvent la question de ce qu'ils doivent mettre dans leur document unique. Qu'est-ce que je vais mettre comme action pour supprimer ou limiter les risques? Et donc, ça doit comporter différents éléments. Donc, quels sont le descriptif, le plus précis possible de l'action, donc quelles sont les actions, le responsable, le délai et puis l'état d'avancement. Alors donc, ce plan d'action, tout va dépendre aussi de l'organisation des locaux. Faut réfléchir à tout ce que vous allez mettre en place comme matériel, tout ce que vous allez mettre en place comme formation, comme modes opératoires. Voilà, donc il faut vraiment vous posez des questions, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place, si c'est du matériel, si c'est des formations, ou voilà. Donc, c'est vraiment cette étape qui est très importante pour identifier, une fois que vous avez identifié, donc c'est vraiment l'étape finale. Voilà, je vais mettre en place. Alors, il ne faut pas que tout soit fait non plus tout de suite. Un plan d'action, il y a une échelle, donc ça va dans le temps. Il y a des choses qui sont faites déjà dans l'entreprise, mais il y a aussi des choses qui sont à faire. Mais voilà, il faut vous donner le temps, un avancement. Bon, ça, je vais le faire demain parce que j'ai une trousse de secours dans ma voiture qui est périmée depuis 5 ans. Bon, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout de suite. Et puis, mes salariés, ils conduisent. J'ai jamais vérifié les permis de conduire. Je ne sais pas si effectivement ils ont ou pas leur permis de conduire. Ça, c'est vraiment des petites choses que vous pouvez mettre en place assez rapidement. Et puis, il y a des choses qui, dans le temps, j'ai mon système d'aspiration dans ma boulangerie qui n'est pas du tout aux normes, etc. Bon, je vais commencer à réfléchir, faire intervenir quelqu'un pour qu'il m'accompagne pour justement revoir un petit peu mon système de ventilation, d'aspiration que je peux avoir dans mon atelier ou dans ma boulangerie. Voilà, donc je vous rappelle les différentes étapes. Donc, on identifie les unités de travail, on sélectionne les situations de travail. N'hésitez pas à associer vos salariés. Ensuite, on identifie les situations dangereuses et puis on les cote. Voilà, on les cote de la moins dangereuse à la plus dangereuse. Et puis ensuite, j'établis mon plan d'action. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Fabien qui va vous expliquer. Merci Anne pour cette décomposition de la structure d'un DUERP. C'est vrai que pour les non-praticiens, ça peut vraiment faciliter la réflexion et le lancement de la démarche. Je propose maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet avec un modèle possible de DUERP par l'intermédiaire de Fabien. C'est à toi, Fabien. Oui, merci Charlotte. Donc, nous allons discuter ensemble d'un modèle possible, d'un DUERP. On est parti sur un poste, alors déjà oui, effectivement, avant le poste, une trame possible. D'ailleurs, c'est une question qui revient relativement souvent. Quelle trame on peut utiliser? Donc, il n'y a aucune trame obligatoire d'un point de vue réglementaire. Ça, c'est une trame qui est possible parmi tant d'autres, mais vous allez voir qu'on retrouve à chaque fois les mêmes éléments. C'est-à-dire que vous allez retrouver dans la partie haute toute la partie un peu plus administrative, c'est-à-dire quel site, quel établissement, l'unité de travail en question. Vous allez trouver la date de création, la date de mise à jour. Et ensuite, vous allez trouver un tableau. Alors ça, vous voyez, c'est un tableau Excel avec 9 colonnes divisées en 3 parties. La partie bleue, c'est la partie identification des situations dangereuses et du risque. La partie rouge, c'est la partie évaluation. Et la partie verte, c'est la partie plan d'action. Donc voilà, un document unique, ça va être un bête tableau Excel dans lequel on va essayer d'identifier un maximum de situations dangereuses qu'on va évaluer et dans lequel on va décider de mettre ou non un plan d'action. Donc, c'est là qu'on va rentrer dans un focus métier d'agent d'entretien.
Alors, pourquoi agent d'entretien? Pour deux raisons, en fait. La première, c'est que c'est un poste qui est relativement courant en entreprise. Je pense que la plupart des entreprises ont des agents d'entretien au niveau en termes de salariés. Et en plus, c'est un poste qui demande une certaine polyvalence et qui offre une certaine diversité de risques. Donc, on a trouvé intéressant de pouvoir vous proposer ce poste-là parce que vous allez voir que on a quand même pas mal de familles de risques pour lesquelles nos agents d'entretien sont exposés. Alors, je vais faire ça comme dans une situation réelle, c'est-à-dire qu'on va identifier ensemble toutes les tâches principales et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet sur le document unique. Donc moi, je me suis entretenu avec nos femmes d'entretien, Valérie et Carole, que je salue au passage, avec lesquelles on a essayé d'identifier les tâches quotidiennes, ensuite on va voir les tâches hebdomadaires et les tâches mensuelles. Donc elles m'ont dit qu'au quotidien, elles allaient nettoyer les bureaux, donc elles nettoient les surfaces de travail, les téléphones, les écrans, les sols, et elles vident les poubelles. Elles vont nettoyer les sols des surfaces communes, notamment des couloirs. Elles vont nettoyer les sanitaires et elles vont nettoyer les vestiaires. Donc ça, c'est ce qu'elles font de façon quotidienne. En nettoyage hebdomadaire, ou plutôt en tâche hebdomadaire, elles vont, Charlotte, c'est à toi, elles vont remplir les gels hydroalcooliques et les nettoyants de surface. Bon, ça, c'est plutôt pour la période Covid. Elles vont sortir les poubelles toutes les semaines. Elles vont passer à la machine à laver les lavettes et les chiffonnettes. Donc, vous voyez que j'ai vraiment fait ça avec elles parce que c'est tout à fait leur vocabulaire. Et elles vont nettoyer les dessus d'armoire. Donc ça, c'est ce qu'elles font toutes les semaines. Et enfin, en tâche mensuelle, elles vont nettoyer les vitres et elles vont passer un coup d'auto-laveuse au niveau des surfaces. Donc là, on a déjà une idée un petit peu de leur quotidien sur un mois. Donc l'idée maintenant, c'est de faire ce que vous a donné Anne, c'est-à-dire passer en revue toutes les familles de risques. Dès lors qu'on croise un risque, on va le mettre sur notre document unique. Donc là, je vais passer en revue les familles de risques. C'est très scolaire, mais en tout cas, c'est très efficace. Chute de plein pied. Donc là, on s'est entretenu avec les dames. Est-ce qu'il y a une chute de plein pied? Elles m'ont dit oui, quand le sol est mouillé, on risque de chuter. Très bien. Risque, chute de plein pied, situation dangereuse, sol mouillé, dommages corporels possibles, plaies, contusions, hématomes. On cote avec les scores que vous a indiqué Anne dans la matrice. Allô, Fabien? Soit technique, c'est que si j'hésite entre deux, je prends le plus défavorable. Donc là, j'ai estimé que c'était un dommage grave 4. L'exposition, on a considéré que c'était une exposition modérée. 4 x 2, 8. On a un risque brut à 8. En termes d'action de prévention existante, elles m'ont dit qu'elles portaient des chaussures de sécurité avec des semelles antidérapantes. Et en plus, elles me disent qu'elles mettent un petit panneau attention sol glissant lorsqu'elles passent la lavette. On a une bonne maîtrise à 0,5, ce qui fait que le risque résiduel, 8 x 0,5, on est à 4. C'est plutôt un risque faible, donc du coup, pas forcément besoin d'avoir un plan d'action. On continue. Est-ce qu'il y a d'autres risques de chute de plein pied? Elles me disent oui, des fois, il y a des câbles au sol. Très bien. Câble au sol, fil électrique au sol, avec un risque, toujours un dommage, plaie, contusion, hématome. On est à peu près sur la même cotation en termes d'évaluation, 4 x 2, 8. Pour l'instant, il n'y a rien qui est mis en place, donc maîtrise, elle est nulle, ce qui veut dire qu'on est maîtrise à 1, et donc le risque résiduel est égal au risque brut. Et là, par contre, on est rentré dans un plan d'action, donc on a dit soit on allait mettre des chemins de câbles, soit on allait faire passer les fils quand c'est possible en passage aérien. Et on a décidé que c'était la maintenance qu'elle allait mettre en place en septembre 2021. Ok, chute de plein pied, est-ce qu'il y a d'autres risques? Elles me disent non. Risque suivant, chute de hauteur. Est-ce qu'il y a des risques de chute de hauteur? Elles me disent oui. Quand on nettoie en hauteur, notamment les vitres et dessus d'armoire, on a un risque de chute de hauteur. Ok, on note ça. Risque de plaie, contusion, hématome. La gravité, on l'a coté un peu plus fort parce qu'on est parti du principe que dans un bureau, si on chute d'un escabeau, on peut se taper la tête sur le coin du bureau. En tout cas, ça nous paraissait un peu plus risqué. Donc, gravité 10, exposition toujours modérée à 2. Là, on a un risque brut qui est un peu plus fort. En plus, elles me disent qu'elles ont un escabeau, mais qu'elles utilisent, l'escabeau, il est instable. Donc là, lumière rouge, on a une maîtrise qui est là, mais qui est très mauvaise, ce qui fait que notre risque résiduel est toujours fort. On est à 15. Donc là, on a décidé deux choses. Soit d'acheter un escabeau de marche qui soit stable, soit même mieux, c'est proposer un manche télescopique qui permettrait d'accéder en hauteur sans qu'elles aient besoin d'aller en hauteur. Donc là, on a même tout gagné parce qu'on supprime complètement le risque de chute de hauteur. Fabien, excuse-moi. Oui, vas-y. Je me permets d'intervenir parce qu'il y a quelques fois la question qui revient. On a été coupé lors de ta première cotation sur le risque, la nature de risque chute de plein pied. Est-ce que c'est possible de reprendre à partir de la gravité pour reprendre les calculs, même si tu as déjà repris les autres exemples dans la suite, mais c'est vrai que les personnes aimeraient bien recomprendre cette première ligne.
Pas de souci. En plus, c'est vrai que c'est une notion qui est importante, même s'il ne faut pas se faire de nœuds au cerveau. Moi, quand j'hésite, la gravité, donc si je vous répète ce qu'a dit Anne, 1, c'est dommage bénin, 4, c'est dommage grave, accident de travail avec arrêt, 10, c'est accident laissant des séquelles, 20, c'est la mort. Donc là, je suis parti du principe qu'une chute de plein pied sur un sol mouillé, soit on va se faire un petit bobo, pas grand-chose, soit on va pouvoir se fouler une cheville ou un poignet, en tout cas quelque chose qui va arriver sur l'accident de travail. Si j'hésite entre deux gravités, je vais prendre le plus défavorable. Donc là, le plus défavorable, c'est accident de travail. Donc la gravité, elle est à 4. Au niveau de l'exposition, il y a faible, modérée, importante et très importante. Le passage sur sol mouillé, c'est une exposition qui est modérée. Elles ne font pas toute leur journée un passage sur sol mouillé. Donc j'ai estimé que l'exposition, elle était de l'ordre de 30 minutes par jour, c'est-à-dire exposition modérée. Donc ce qui fait que 4 x 2, 8. On a 8 en risque brut. Il y a pas mal d'actions de prévention qui ont été mises en place, notamment les chaussures de sécurité et la signalisation. Donc, j'estime que j'ai une maîtrise qui est plutôt acceptable, donc 0,5, et 8 x 0,5 égale 4. Ok, ça marche. Merci Fabien. On Ça peut va reprendre. Ok. Alors, surtout, pour la cotation, si vous voulez, ce qui est important, c'est surtout la hiérarchisation des risques les uns par rapport aux autres. Et pour moi, quelque chose qui est important, c'est qu'il y ait toujours une personne qui soit là tout du long de la cotation pour donner une certaine cohérence à votre document. On sait tous qu'on n'a pas les mêmes sensibilités en termes de cotation, donc il y a toujours là toujours la même personne présente, ça vous donne une cohérence au niveau du document. Donc ça, pour moi, c'est un élément qui est assez important aussi. Je continue. Donc au niveau chute de hauteur, y a-t-il d'autres risques de chute de hauteur? Elles me disent oui. Donc deuxième risque de chute de hauteur, Charlotte? Il y a un temps de latence. Hein. Pardon. Pardon, d'accord. Donc là, on a un escalier, en fait, au niveau de notre service. Escalier, risque de chute de hauteur, avec un risque de plaie, contusion, hématome. En termes de gravité, on a estimé qu'une chute d'escalier, c'était plutôt un dommage accident de travail, donc un dommage 4, avec une exposition qui est plutôt modérée, parce qu'elles vont emprunter l'escalier que quelques fois pendant la journée. 4 x 2, 8. Donc, en termes d'action de prévention existante, en plus, notre escalier, il est muni d'une rampe, d'un revêtement antidérapant, il y a un bon éclairage, et en plus, il y a un ascenseur si vous ne voulez pas emprunter l'escalier. Donc là, on considère qu'on a une maîtrise maximum, 0,25, ce qui fait qu'on a un risque résiduel à 2. Donc là, pour ce risque-là, on est bien. Chute de hauteur, c'est bon. Ensuite, posture et gestes répétitifs. Est-ce qu'il y a un risque au niveau de posture et gestes répétitifs? Donc là, elles me disent que oui, au niveau des postures, mais ça, vous l'avez certainement en tête, c'est qu'un agent d'entretien va passer souvent du temps à manutentionner son matériel de nettoyage. Ah non, oui, j'ai sauté la manutention. Donc, je viendrai après sur les postures. Donc, en termes de manutention, il y a tout ce qui est manutention de matériel de nettoyage, qui peut entraîner les TMS du dos, donc les troubles musculo-squelettiques au niveau du dos. Donc, en termes de gravité, un problème de lombaire, ça va être un dommage à accident de travail, donc c'est une gravité 4. Une exposition qui est un peu plus forte là, parce que le matériel, il faut qu'elle le manutentionne d'un endroit à un autre. Donc, exposition qui est un peu plus forte que les autres, 5. 4 x 5, 20. Mais elles me disent qu'elles ont un chariot de nettoyage qui est déplaçable d'un étage à l'autre via l'ascenseur. Donc, finalement, elles ne portent presque rien, elles ne font que pousser, ce qui fait qu'on a une très bonne maîtrise du risque, 0,25. 20 x 0,25, on a un risque résiduel à 5 et on est bien. Je marque un petit temps d'arrêt pour laisser digérer un peu toutes ces informations parce que c'est vrai que c'est assez dense. En termes de manutention manuelle, elles m'ont aussi indiqué qu'elles sortaient les poubelles. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est toutes les semaines. Donc on a une nouvelle fois un risque du fait qu'on a une manutention de charge. La gravité, toujours accident de travail, on est en gravité 4. L'exposition, c'est une fois par semaine. Donc l'exposition, elle est à 1. 4 x 1, 4. Elles me disent qu'elles ont un container sur roue pour déplacer les sacs poubelles et qu'elles ont aussi un chariot pour tout ce qui est tri. Parfait. Et en plus, entre le lieu de stockage des poubelles et le lieu où on va déposer les poubelles, il n'y a rien du tout. C'est plat, il n'y a pas de dénivelé, donc du coup, on est vraiment bien. Maîtrise maximum, 0,25. 4 x 0,25 égale 1. On est en risque résiduel vraiment très faible. Niveau manutention manuelle, on est bon. On passe au risque suivant, posture et gestes répétitifs. Est-ce que vous avez des risques liés aux postures et gestes répétitifs? Donc, excusez-moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les femmes de ménage, très souvent, on va avoir des flexions de tronc, de fait de passer le balai, la lavette, de ramasser, de passer la machine à laver, etc. Donc, à nouveau, on a un risque de troubles musculo-squelettiques au niveau du dos. Gravité, accident de travail avec arrêt, donc c'est 4. Exposition, c'est une position assez importante, 5. 4 x 5, 20.
En termes d'action de prévention existante, on leur a mis à disposition un manche télescopique au niveau du balai à franges, ce qui fait qu'elles ont le balai assez haut et elles gardent le tronc droit. On a rehaussé les machines à laver et les sèche-linges pour que l'accès au niveau de l'hublot soit à bonne hauteur, donc ça c'est bon, et elles ont une formation geste et posture. Ce qui fait qu'on a une maîtrise qui est tout à fait acceptable et qu'on a un risque résiduel qui descend à 10. Après là, on n'a pas spécialement trouvé d'autres actions à mettre en place. Ensuite, machines et outils, pas spécialement de risque. Circulation interne, pas spécialement de risque. Donc, vous voyez, en fait, si vous ne voyez pas spécialement de risque, vous passez au suivant. Il n'y a vraiment aucun souci. Risque routier, pendant leurs heures de travail, elles ne prennent pas la route. Risque d'éclairage, pas spécialement. Risque bruit. Là, elles me disent, oui, des fois, on utilise l'autolaveuse et l'autolaveuse, elle est bruyante. OK. Donc, risque de perte auditive, de stress, d'anxiété. Gravité, on estime qu'une surdité, ça peut laisser des séquelles. Donc, on est en gravité 10. Exposition, vous vous rappelez, c'est 1 fois par semaine. Donc, exposition 1. Risque brut, 10 fois 1, 10. Et là, on a mis en place, il y a quelques années, un port de protection auditive contre le bruit lorsqu'elle réalise cette activité. Donc, on a plutôt une bonne maîtrise à 0,5, 10 fois 0,5, 5. On est plutôt en risque acceptable. On passe au suivant. Vibration mécanique, pas de risque. Ambiance thermique, pas de risque. Rayonnement, pas de risque. Donc, vous voyez, en fait, il ne faut pas non plus chercher là où il n'y a pas. Hein. S'il n'y a pas, on passe au risque suivant. Agent biologique, bon, bah forcément, c'est très d'actualité. Travail avec risque de contact avec des surfaces contaminées avec le risque Covid. Donc là, en gravité, c'est pareil. On est parti sur le principe que le plus grave, ce sera le Covid long. Donc, on est parti sur une gravité à 10 avec une exposition qui est quand même relativement modérée. On ne peut pas dire non plus que toutes les 2 minutes, elle soit en surface avec un contact avec de la surface contaminée. On a un risque brut à 20. Et là, on a mis tout un protocole, comme beaucoup d'entreprises, avec une désinfection régulière des mains, un recueil spécifique des déchets potentiellement contaminés, une mise en place d'une procédure de désinfection des locaux et des surfaces potentiellement contaminées. Donc là, on est vraiment assez haut en termes de maîtrise, ce qui fait que notre risque résiduel descend à 5 avec notre maîtrise à 0,25. Ensuite, agent chimique. Femme de ménage, donc agent chimique, enfin agent d'entretien, bon, c'est pareil. Donc là, on en a effectivement, puisque les agents d'entretien vont assez souvent utiliser des produits ménagers qui sont étiquetés dangereux pour la santé. On a des risques de dommages d'irritation de la peau, d'allergie cutanée. Gravité, tout ce qui est allergie, ça peut quand même être embêtant, ça peut amener des arrêts, donc on l'a estimé à 4, avec une exposition à 5 parce que c'est une exposition qui est importante. Elles vont utiliser assez souvent des produits ménagers. Ce qui fait qu'on a un risque brut à 20, 4 fois 5, 20. Là, en termes d'action de prévention, respect des consignes d'utilisation, port des vêtements de travail et des gants de protection, ouverture des fenêtres pour aérer les locaux et sensibilisation à la lecture des étiquettes. Ce qui fait qu'on a une maîtrise qui est plutôt acceptable, à 0,5, on descend à 10. Et là, on s'est dit, on peut aller encore plus loin. On peut obtenir et transmettre les fiches de données de sécurité au médecin du travail pour que lui puisse aussi faire une analyse et nous conseiller. On peut essayer de privilégier les produits non étiquetés dangereux pour la santé à pH neutre. Et on peut essayer d'éviter les produits surodorants ou à odeur rémanente qui sont plus concentrés en parfum et qui sont plus source d'allergie cutanée. Donc, vous voyez, par exemple, le jour où vous aurez mis tout ça en place, ça passera dans les actions de prévention existantes, ce qui fait que votre maîtrise, elle passerait de 0,5 à 0,25 et votre risque va diminuer. On continue, risque chimique, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, on a le risque d'utilisation de produits, notamment des tartrans au niveau des sanitaires. Donc, on a des produits corrosifs. Là, on a un risque de brûlure, d'irritation des voies respiratoires. La gravité, elle est un peu plus forte, laissant des séquelles. Par contre, l'exposition, elle est un petit peu plus faible. On a un risque brut à 10. On a un port de vêtements de travail et des gants de protection. Elles ouvrent aussi les fenêtres et les portes tant qu'elles le peuvent. On estime qu'on a une maîtrise qui est là, mais qui n'est pas tout à fait suffisante. Donc 0,75. Ce qu'on a préconisé en port d'action, c'est qu'elles portent des lunettes de sécurité lorsqu'elles réalisent cette activité, hein, pas forcément tout le temps. Lorsqu'elles utilisent des produits qui sont corrosifs, ne pas mélanger certains produits, c'est assez connu, mais par exemple, le produit des tartrans et l'eau de javel ne doivent surtout pas être mélangés parce que peuvent être à l'origine d'un gaz qui est très dangereux. Et rappel de la conduite à tenir en cas de projection oculaire. Risque chimique, c'est OK. Incendie, explosion, pas spécialement. Risque électrique. Là, effectivement, quand elles vont nettoyer les sols, quand elles vont nettoyer les écrans, il y a un contact avec des appareils sous tension qui est possible. Donc, on a un risque d'électrisation par contact. La gravité d'électrisation, on l'a estimée assez grave, à 10. Et l'exposition, elle est quand même modérée. Donc, ça fait 10 fois 2, 20. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est que toutes les armoires électriques sont fermées à clé. Et en plus, on vérifie périodiquement toutes nos installations électriques par un organisme agréé.
Donc, on estime qu'on a une bonne maîtrise de ce risque-là, 0,25, ce qui fait que notre risque résiduel descend à 5. Et j'en ai bientôt fini. Le risque utilisation d'écran, donc les agents d'entretien n'utilisent pas d'écran, donc il n'y a pas lieu d'avoir. RPS, elles n'ont pas senti l'idée de nous dire qu'il y avait des RPS, donc on passe au suivant. Coactivité, en général, elles interviennent seules, donc il n'y a pas de risque de coactivité. Mais par contre, justement, ce risque d'intervenir seul va entraîner un autre risque que vous voyez apparaître à l'écran, qui est le travail isolé. Effectivement, si à un moment donné, une des deux dames n'est pas là, qu'est-ce qui se passe s'il y a un accident? Comment on peut gérer l'accident, quelqu'un qui va avoir un malaise ou qui va avoir un accident grave et qui est toute seule? Donc là, on a estimé que la gravité pouvait être importante, avec une exposition qui est quand même assez faible, qui est modérée, et nous, on n'avait rien mis en place. Donc, on a décidé, pour prévenir ce risque, de prévoir ce qu'on appelle un PTI, c'est-à-dire un protecteur travailleur isolé, quand la personne travaille seule. Donc, un PTI, en fait, c'est un boîtier, et quand ce boîtier se retrouve en position allongée trop longtemps, par exemple, quelqu'un qui va avoir un malaise, il va prévenir une tierce personne qui va pouvoir justement donner l'alerte au niveau des secours. Et enfin, un dernier risque autre qu'on a réussi à identifier, c'est encore en cas d'accident, comment elles prennent en charge la collègue qui est en cas d'accident. Donc là, on a une gravité qui peut être assez importante si on ne sait pas réagir, avec une exposition qui, normalement, est assez faible. Donc nous, on a affiché des consignes de sécurité et les numéros d'urgence en cas d'accident. On a une employée sur les deux qui est formée sauvetrice secoureuse du travail, SST, donc qui normalement connaît les bons gestes. Et en plus, on a une trousse de premier secours qui est pas loin. Donc, on a une maîtrise qui est relativement bonne, maîtrise à 0,25, ce qui fait que notre risque résiduel descend à 5. Et voilà. Là, on a parcouru toutes les grandes familles de risques. Donc, vous voyez, on a trouvé combien? Une quinzaine de risques au niveau de notre unité de travail. On est assez complet. Je ne dis pas qu'on est forcément exhaustif. Votre document unique, c'est un document qui doit vivre de toute manière. Donc, si un jour vous vous rendez compte qu'il y a un risque qui apparaît auquel vous n'aviez pas pensé, il sera toujours temps de le remettre dans votre document unique. Ça, c'est vraiment pas un souci. Mais pour moi, une des bonnes méthodes, vous voyez, c'est de faire de façon très scolaire un passage en revue de toutes les grandes familles de risques. Dès qu'on le croise, on le met sur le document unique. La sémantique, c'est pas si important que ça. L'important, c'est que vous compreniez l'activité qui est dangereuse et ce que vous avez mis en place. Et vous voyez, au final, on obtient un document assez complet avec un plan d'action et des choses à mettre en place. Merci Fabien pour ce focus métier. Et c'est vrai que c'est un poste vraiment polyvalent qu'on peut retrouver dans de nombreuses entreprises. Donc, c'est vrai que c'était vraiment un bon choix de notre part. Maintenant, il est important quand même de faire un focus sur la prévention et sur les conseils qu'on est capable d'apporter à l'ensemble de nos adhérents. Donc, je vais laisser la parole à Frédéric. Frédéric, c'est à toi. On ne t'entend pas, Frédéric. Est-ce que tu as réactivé ton micro? Fred, tu es là? Alors, on a un petit souci. On a un petit souci de notre collègue. Ben, ce n'est pas grave. Est-ce que, en attendant que Fred retrouve le chemin du webinaire, est-ce qu'un de nos experts… Ah, ça y est, voilà. Allez, vas-y, go. Les latences du système, les joies du direct. Il ne voulait absolument pas me réactiver mon micro. Voilà, j'ai réussi à passer outre. Donc, on va pouvoir continuer à avancer sur les conseils de prévention. Voilà, donc outils, méthodes, techniques organisationnelles ou humaines. Donc, prévention technique. Tu peux utiliser des mesures de sécurité intrinsèques aux équipements ou aux locaux de travail. Donc, ça comprend des mesures techniques concernant la conception des situations de travail, des équipements et des outils, ou des actions techniques qui permettent de limiter les expositions. D'un point de vue prévention organisationnelle, ça vise à mettre en place une organisation efficace pour prévenir tout risque au travail. Ça pourra comprendre, par exemple, la création de consignes, de procédures, de modes opératoires ou encore d'actions de communication. Et pour les entreprises qui le souhaitent, il y a des référentiels qui existent, des référentiels ISO notamment. Les mesures de prévention humaine, donc l'information et la formation adaptées en santé et sécurité au travail, mais aussi sur les bonnes pratiques au poste de travail, les bonnes façons de faire pour éviter de se mettre en danger.
Voilà, le principe, c'est de développer des comportements sécuritaires de tous les salariés dès leur embauche et tout au long de leur parcours professionnel. Nous allons voir ensuite plus précisément ce que peuvent être ces protections d'un point de vue collectif, puisque mes collègues l'ont dit un peu précédemment. Si on ne peut pas supprimer le risque, il faut mettre en place de la protection et on privilégie toujours la protection collective sur la protection individuelle, qu'on va voir aussi un petit peu en termes d'exemple par la suite. Protection collective qui peuvent être de 4 types. La consignation d'une fonction dangereuse lors d'intervention. Par exemple, si j'interviens sur un circuit électrique, l'idée c'est de couper et de consigner l'arrivée électrique pour éviter que quelqu'un la remette en service pendant que je suis en train d'intervenir dessus. Ça évitera d'avoir les cheveux frisés à l'issue de l'intervention. L'atténuation de la nuisance, par exemple le bruit, on va le mettre dans une boîte pour éviter qu'il se diffuse dans l'ensemble de la zone de travail, voire même de l'entreprise dans sa globalité. On va éloigner la source du danger, du risque de l'opérateur, du salarié, du travailleur, ou encore mettre en place un obstacle pour éviter que le travailleur se rapproche trop près de la zone dangereuse. Voilà. Le principe de la protection collective, c'est de protéger l'ensemble des salariés et pas uniquement le salarié à son poste de travail comme un équipement de protection individuelle. Alors, pourquoi porter un EPI? Donc, un équipement de protection individuelle qui protège uniquement l'utilisateur ou le visiteur contre les risques professionnels, tels que les risques biologiques, chimiques, mécaniques, le bruit, les risques thermiques, le rayonnement ionisant ou non ionisant, les lasers, les ultraviolets, les chutes de hauteur ou les risques électriques. Je vous propose pour la suite de faire un petit peu une approche, parce que si vous avez eu une présentation de situation pour le document unique par Fabien, de faire une approche par partie du corps, en prenant en compte les parties du corps à protéger, en parlant de protection collective et de protection individuelle. Et on va démarrer par la protection des mains, notre premier outil de travail. Donc en termes de protection collective possible, vous avez, par rapport à la protection mécanique, je ne sais pas si Charlotte, tu as pu passer la diapo suivante. Voilà, merci. De protéger tous les organes en mouvement pour éviter de mettre la main là où ça peut faire très mal, ou encore le risque biologique pour éviter le contact. On va travailler sous vase clos. Les équipements de protection individuelle possibles pour les mains, c'est les gants ou une hygiène adaptée pour bien se laver les mains et éviter toute contamination complémentaire. Deuxième partie du corps, la tête. Donc, on va utiliser des équipements de protection collective tels que des mousses pour éviter de se cogner la tête, de se protéger thermiquement du chauffage ou de la climatisation pour se mettre à l'abri du soleil, par exemple, pour les travaux en extérieur, et l'équipement de protection individuelle possible, notamment les casques ou casquettes qu'il faut entretenir, remplacer, stocker convenablement. Et nettoyer, bien évidemment, puisque sinon on arrive sur un risque biologique. Organe suivant, les yeux, avec une protection mécanique pour éviter la projection de particules. Donc on peut mettre des parois de protection ou même pour l'utilisation de produits chimiques. L'idée c'est d'éviter toute projection de produits et de contact avec les yeux. En termes d'équipement de protection individuelle, vous avez les lunettes, les visières et bien évidemment tous ces EPI, les précédents et les suivants que je vais vous présenter, doivent être adaptés et testés idéalement avant par le ou les opérateurs qui vont les porter, puisqu'ils vont les porter plusieurs heures par jour. Et s'ils ne sont pas confortables, mal supportés, il y a de fortes chances qu'ils soient portés par le plan de travail et non pas par les opérateurs eux-mêmes. Protection du corps, pour la protection suivante. Donc, vêtements de travail, blouse, combinaison intégrale, éventuellement combinaison jetable pour les travaux extrêmement salissants ou polluants, avec
par exemple, s'il y a une problématique de visibilité, on améliore l'éclairage en termes de protection collective. J'ai mélangé un petit peu la collective et les protections individuelles, excusez-moi, et les vêtements haute visibilité pour la partie éclairage en termes d'équipement de protection individuelle. Pour la protection des pieds, on va baliser la zone pour éviter de se cogner ou de se faire cogner par un équipement en mouvement. Et pour les équipements de protection individuelle possibles, chaussures, bottes de sécurité ou simplement des chaussures anti-dérapante, hein, s'il n'y a pas de risque d'écrasement ou de chute d'objets lourds sur les pieds. Alors, bien évidemment, chaussures confortables, hein, quel que soit le métier, et surtout pour les métiers nécessitant de longues postures debout. Protection des oreilles, on parle de bruit. Protection collective possible, l'encofrement, hein, comme je vous disais tout à l'heure, mais aussi les techniques de réduction du bruit, hein, par des protections acoustiques permettant de limiter la diffusion du bruit dans une zone de travail, un atelier, mais même des bureaux. Puisque souvent, quand on travaille dans des open space notamment, hein, le bruit diffus peut être complexe, notamment pour la concentration. En termes d'équipement de protection individuelle possible, hein, du bouchon jetable jusqu'au bouchon meublé, en passant par les casques, à adapter aussi en fonction de l'activité et de la nécessité du port et de la nécessité d'enlever ces protections auditives quand on arrive dans des zones moins bruyantes. Protection des chutes. Donc là, ça va être les lignes de vie, hein, les garde-corps, les plateformes, les échafaudages et les nacelles pour travailler en sécurité en hauteur. Et sur ces équipements-là, ce sera quasiment systématiquement en complément un équipement de protection individuelle, hein, tel que harnais et système absorbeur d'énergie, hein, pour éviter la chute. Et dernière grande famille, hein, protection des voies respiratoires. Donc là, le principe sur la protection collective, c'est d'éviter au maximum les émissions et quand il y en a, de les capter au plus près de la source avec des systèmes de ventilation. En termes d'équipement de protection individuelle, il y a bien évidemment les masques de protection respiratoire qui peuvent être à ventilation libre ou à ventilation assistée, hein. Donc là, c'est le pays qui fait l'effort respiratoire et qui permet une protection adaptée. Voilà quelques exemples. Il faut trouver les éléments adaptés aux situations de travail et aux salariés pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Et quand on est sur des équipements de protection individuelle, qu'ils soient portés et convenablement portés. Merci. Oui, merci Fred de nous avoir fait une approche comme ça du corps pour l'ensemble des protections collectives ou individuelles qui peuvent exister et qui sont à disposition des salariés. Je propose que, c'est vrai qu'en tant qu'adhérent, il n'est pas toujours facile de se repérer dans tout ce contenu théorique qu'on a pu transmettre. Mais est-ce qu'il existe un partage d'outils par des centres de médecine du travail? Donc, Fabien va peut-être nous aiguiller sur le sujet. Ça nous permettrait d'avoir une boîte à outils qui pourrait encore plus nous aider que les canevas que vous avez pu transmettre. Eh bien oui, chère Charlotte, quelle transition incroyable. Il existe pas mal d'outils sur différents sites qui vont pouvoir vous aider à rédiger ce document unique. Je pense spécialement à... Là, tu crois que la petite latence qui nous met un petit peu encore dedans. Il ne faut pas paniquer, hein. Les diapos sont sans cesse passés, mais il y a un temps de latence, hein. Pas de souci. Celui-là, il est bien long. Alors, pour les entreprises du BTP notamment, l'OPP BTP met à disposition un logiciel qui est fort pratique, que vous trouvez sur préventionbtp.fr, qui vous aide à évaluer vos risques et à mettre en place votre document unique. Pour tous les domaines d'activité, l'AST67 met aussi à disposition un outil sur ast67.org. Sur AST08, donc sans vouloir faire de publicité, qui est mon site, vous retrouvez un guide document unique, d'ailleurs dans lequel vous trouvez la trame qui a été utilisée pour l'agent d'entretien et la matrice d'évaluation. Donc si vous avez aimé un petit peu cette façon, si vous l'avez trouvé simple, n'hésitez pas à aller voir ce guide.
Si vous êtes adhérent d'ACST, ACST met à disposition de leurs adhérents Mon Diagnostic Prévention, qui permet aussi d'aider à la rédaction du document unique. Pour les restaurateurs, garagistes, transporteurs, commerces alimentaires et non alimentaires, aide à domicile, l'INRS met OIRA à disposition. Vous trouverez aussi cet outil sur inrs.fr. Pour les pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, poissonniers, boulangers, charcutiers, traiteurs, le site de préventionartisanat.fr met également à disposition un logiciel qui est plus orienté sur les risques spécifiques à ces métiers. Et enfin, pour les chaudronniers et les garagistes, la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté va mettre aussi à disposition un logiciel sur evrp.carsat-bfc.fr. Donc, vous retrouvez bien sûr tous ces liens dans le support qui sera mis à votre disposition sur le site du geste. Merci Fabien. Juste un petit instant avant de sortir notre Pense pas bête. Petit rappel, le sondage vient de sortir sur la partie droite de votre écran. N'hésitez pas à interagir avec nous. Ça nous permettra d'évaluer la prestation. Merci beaucoup. Fabien, je te redonne la main. OK. Et dans tous les cas, de toute manière, rapprochez-vous de votre service de santé au travail pour connaître la possible aide que votre service peut mettre en œuvre pour vous aider à rédiger ce document unique. En synthèse de tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Le document unique, d'ailleurs cette question a été posée à plusieurs reprises, c'est un document qui est obligatoire pour toutes les entreprises, quelle que soit la taille, quel que soit le secteur d'activité, à partir du moment où vous employez un salarié. C'est un document qui a maintenant 20 ans, puisqu'il avait été mis en œuvre par le décret de novembre 2001, et c'est un document qui quand même commence maintenant à être présent au niveau des entreprises. C'est un document qui a pour vocation d'initier une démarche d'amélioration continue pour gagner en performance avec tous les collaborateurs de l'entreprise. Ce qu'on voit, nous, beaucoup en tant que préventeurs, c'est des entreprises qui ont sollicité une entreprise extérieure pour rédiger ce document unique. Donc, ils font un document unique clé en main. Le problème, c'est que ce document unique, très souvent, il se retrouve coincé au fond d'un tiroir. Et comme l'entrepreneur et les salariés n'ont pas participé à son élaboration, c'est un document unique qui n'est pas du tout utile. Donc, nous, on vous conseille vraiment de vous approprier une méthodologie et de le mettre en œuvre avec vos salariés. Pourquoi faire ? Pour faire d'un document unique un document utile. Surtout, ne pensez pas que c'est une obligation réglementaire de plus. C'est un document qui va vous permettre de vous pencher sur les risques au niveau de l'entreprise avec vos salariés et ça servira de base à la rédaction d'un plan de prévention dans le but d'améliorer les conditions de travail de vos salariés. Super, merci Fabien pour cette conclusion. C'est vrai que je pense qu'avec tous les outils qu'on a pu transmettre, c'est quand même plus facile de voir clair pour nos adhérents. Avant d'aborder les questions, alors je vous tiens juste à vous rappeler, on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire régional sur le thème de la nutrition et la santé au travail, un duet de choc indissociable. C'est le 5 octobre. Voilà, donc écoutez, on va aborder quelques questions. Je vais reprendre quelques questions pour nos experts. C'est vrai que c'est venu plusieurs fois, je l'ai vu. Est-ce que quelqu'un peut répondre brièvement, parce que c'est un sujet très ouvert. Quelle est la différence entre le DURP et la fiche d'entreprise? Est-ce qu'un de vous veut prendre la main? Nathalie a répondu à la question tout à l'heure au niveau du chat. Ouais. Les deux documents vont permettre très brièvement d'identifier des situations dangereuses. Donc effectivement, il y a une partie qui est commune. Pour moi, les deux grosses différences, c'est que la fiche d'entreprise, c'est un document obligatoire pour le service de santé au travail. Donc c'est votre service de santé au travail, soit le médecin, soit un assistant santé-travail qui va rédiger ce document, alors que le document unique doit être rédigé par un employeur. Et la deuxième partie, c'est que dans une fiche d'entreprise, vous ne trouvez pas forcément une notion d'évaluation de risque, là où dans un document unique, c'est obligatoire. Super. C'est sorti plusieurs fois aussi. À partir de combien de salariés devons-nous mettre en place un DURP au sein d'une entreprise? Est-ce qu'il y a un minimum de salariés ou un maximum, tout simplement? Alors, oui, effectivement, donc sauf erreur de ma part, il me semble l'avoir dit au tout début. Donc, à partir du moment où vous avez un salarié dans votre entreprise, l'élaboration du document unique est obligatoire. Voilà, donc un salarié suffit. Super. Ok. Il y a une question qui était vraiment intéressante. Dans le cadre du télétravail, comment évaluer la situation à risque? Parce que c'est vrai que le salarié est à son domicile, ce n'est pas très facile d'aborder ce sujet et de l'évaluer. Est-ce que vous avez des pistes à transmettre à nos adhérents?
Oui, c'est difficile. J'avais répondu à cette question sur les questions. Effectivement, on n'a pas la main forcément dans le cadre privé du domicile. Moi, en tant qu'ergonome, je recommande quand même de conseiller les entreprises pour leurs télétravailleurs d'installer des choses qui vont bien. Il y a pas mal de guides qui existent, notamment sur le site de mon service, mais je pense sur d'autres sites, des guides pour aider au télétravail. Notamment si un ordinateur portable, mettre à disposition un clavier et une souris externe, ne pas s'installer sur un canapé, essayer d'avoir un plan de travail qui soit rectangulaire, s'isoler un petit peu de l'environnement familial. Enfin, il y a tout un tas de conseils qu'on peut donner aux salariés et qu'on peut aider à mettre en application. Super. Merci Fabien. Je propose, puisqu'il ça fait déjà 1h10 que nous sommes ensemble, qu'on prenne une dernière question qui est apparue quand même plusieurs fois. Il y avait une question assez intéressante par rapport à l'escalier, mais je ne la retrouve pas. C'était pour Fabien quand il illustrait le travail en hauteur et le travail de chute de plein pied. C'est là, je l'ai là. Je lis tel que la question nous a été posée. Oui, vas-y, merci. Bonjour, le risque escalier est forcément catégorisé dans chute de hauteur. Car même si on chute dans un escalier, on garde tout de même les pieds au sol. Donc, pourquoi pas le mettre dans la catégorie chute de plein pied? Cette question a été posée au moment où Fabien vous a déroulé le DER pour un engin d'entretien. Pourquoi pas? Enfin, c'est vrai que cette notion entre plein pied et hauteur, à partir de quel moment on est en hauteur, en plein pied, je vous dirais ok pour les deux. On vous reprochera jamais en fait d'avoir mis plein pied à la place de hauteur ou vice versa. C'est pas ça qui est important. Ça marche. Il y a un adhérent qui nous remercie, qui nous dit que c'était très clair et concis. Donc voilà, je vous le transmets à nos experts. Allez, une dernière question et puis après on va se laisser. C'est des questions qui n'ont pas du tout été traitées. Donc où peut-on trouver la liste avec toutes les natures de risques? Hop, allez, je vais le prendre. Dans les outils qui vous ont été présentés, vous allez retrouver dans la façon de construire l'outil une liste exhaustive des dangers possibles. Sur le site de l'INRS aussi, notamment, vous avez plein d'éléments, dont un guide d'aide à l'élaboration du document unique, où vous aurez quelque chose d'assez exhaustif sur ce sujet-là. Et je fais la petite digression rapide sur la fonction publique territoriale, même si j'ai pas toutes les réponses, je ne sais pas si elle était répondue au final, sur les responsabilités civiles et pénales, sur la partie DUERP, ils sont soumis au livre 4 du Code du travail, donc au même titre que les entreprises du privé, donc il y a nécessité d'évaluer les risques. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup, Fred. Je complète, si tu veux bien, simplement. Là, dans le webinaire, Anne a listé tous les risques, donc vous le retrouvez aussi sur le support qui sera mis à disposition sur le site du geste. Super, j'allais y venir, mais parfait, merci Fabien. De toute façon, le maître mot, c'est pour toute demande d'information, n'hésitez pas à contacter votre propre service de santé au travail, parce que comme vous l'a expliqué Fabien, juste en amont de la conclusion, l'ensemble des services ont des outils sur le fond identiques, mais sur la forme légèrement différents. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et en tout cas, nous, on a été vraiment ravis d'avoir partagé ce moment avec vous. C'était vraiment riche en questions, en échanges. Et puis, au vu des réponses qu'on a eues dans le question, dans le chat, eh ben, ça vous a plu. C'était clair, concis. Donc, voilà, on est vraiment contents. On vous donne rendez-vous, comme j'ai pu vous le dire en amont de la conclusion, le 5 octobre à 14h pour le prochain webinaire régional. Et on a vraiment hâte de vous retrouver. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et puis, on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.